Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Nous allons commencer dans environ 2 minutes, si tout le monde est d'accord. Je suis pour ma part Balwant Godara du secrétariat SWA et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Donc, nous attendons encore 2 minutes ou 3 avant de commencer, si vous êtes bien d'accord. Merci. Okay, Ludovica, I can't see the slides on the screen. Would you be able to correct that? Hi, Balwant. The slides are on. I'm not sure if anybody else can see them. Monsieur Frade, can you see the slides? Yes, oui. J'ai le premier slide devant moi. Oui. Ah, vous avez le premier slide. Ok. Et John from Waterade, good afternoon. Can you see the slides? Yes, good afternoon, Balwant. Yes, I can see the slides. Perfect. Okay, excellent. So then I'll have to disconnect and connect again. Excuse me for a second. Messieurs, dames, bonjour. Je suis Balwant Godaral du secrétariat SWA. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je vois d'ores et déjà que nous avons avec nous des collègues du Bénin, de Waterpreneurs, de la Guinée. Nous avons aussi le Haïti qui est avec nous. Et puis nous avons deux nouveaux noms, Madame Souillot et Monsieur Andrés Hueso. Donc je vous demanderai bien de mettre dans la fonction chat vos noms et puis les organismes que vous représentez. Parmi les présentateurs aujourd'hui, donc c'est moi qui facilite la discussion. Nous avons Monsieur Frade et Monsieur John Garrett que je vais présenter incessamment. Entre-temps, voilà, je vous demande de bien vouloir mettre vos noms et nous commençons ce webinaire qui est intitulé le financement axé sur les incitations financières, incentive-based financing, et le financement de l'action climatique, climate finance. Alors, pour les personnes qui ne parlent pas ou qui n'interviennent pas, je vous demande de bien vouloir mettre vos micros sur silencieux. Et puis, à tout le monde, préparez-vous pour un marathon qui va, c'est un webinaire qui va durer 90 minutes. Donc, voilà, je vous souhaite la bienvenue à ce marathon. Alors, avec ce webinaire, nous continuons notre focus sur le financement du secteur. Et vous vous rappellerez que le webinaire passé, en début février,
s'intitulait Les stratégies de financement et la création d'un secteur résilient et apte à recevoir des investissements. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de deux modalités de financement qui sont les incitations financières et l'action climatique. Alors, j'ai avant tout cela quelques nouvelles à vous annoncer, comme vous vous doutez, par rapport à la réunion des ministres des Finances. Alors, il y a 2 jours, donc le 3 mars, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont déclaré que leurs réunions de printemps se tiendront en format virtuel et non physique à Washington DC, et ceci pour par mesure de sécurité vu le coronavirus. Et ce qui implique que tout le programme des réunions qui était prévu en amont, pour accompagner les réunions de printemps, y compris notre réunion des ministres des Finances, a été annulé. Et le partenariat SWA, le secrétariat et les partenaires et le comité directeur a décidé d'appeler à une réunion virtuelle aussi, qui soit à peu près au même moment que la date initialement prévue, c'est-à-dire le 17 avril. Et nous allons nous assurer qu'il y ait une participation au plus haut niveau de décision, c'est-à-dire au niveau des ministres des Finances et des ministres du secteur. Nous allons nous assurer que le format soit aussi interactif que possible et que le focus thématique est maintenu comme initialement prévu. Alors, nous sommes actuellement en train d'articuler ou d'élaborer le format et la structure et le contenu de cette réunion, et nous partagerons avec vous un communiqué officiel assez rapidement. Alors, tout ceci pour dire que la réunion physique est maintenant convertie en réunion virtuelle, mais que tous les efforts réels qui ont été engagés pour préparer la réunion des ministres des Finances par les gouvernements, mais aussi par tous les types de partenaires, sont impressionnants. Enfin, ces efforts sont impressionnants, j'ai pu le constater moi-même, notamment au niveau des pays. Et donc, nous vous demandons de bien vouloir continuer ces activités, et nous allons vous y accompagner, bien sûr, comme avant. Et nous vous encourageons, comme avant, de faire en sorte que vos ministres des Finances participent à cette réunion virtuelle. Alors, cette réunion virtuelle qui sera planifiée, qui est en cours de planification, sera utilisée comme avant, pour mettre en lumière les actions que les ministres des Finances peuvent entreprendre. D'une part, pour améliorer la part de financement au secteur, et d'autre part pour améliorer l'efficacité du secteur à absorber et à utiliser ces financements. Alors, très rapidement, nous allons vous communiquer les détails de cette réunion, et comme toujours, n'hésitez pas à nous faire appel en cas de questions supplémentaires. Alors, je m'arrête là pour ne pas trop distraire pour ne pas trop digresser ou diverger de notre thème aujourd'hui. Et je vous demande donc de passer à la première partie, qui est la partie sur le financement fondé sur les mesures incitatives. Et pour que vous sachiez, là c'est le versant français du webinaire. Hier on a tenu le versant anglais, et au total on a eu plus de 92 personnes qui ont assisté à ces webinaires. Hier nous avons eu water.org et Monsieur Bill Kingdom qui sont intervenus, et plusieurs pays ont partagé leurs expériences, et dans le financement basé sur les mesures incitatives, et
sur le financement de l'action climatique. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Monsieur José Frade, que vous connaissez maintenant, qui va parler sur la première partie. Il est consultant senior pour le SWA et nous avons avec nous Monsieur John Garrett, qui est Senior Policy Analyst à WaterAid, qui va nous parler du financement basé sur l'action climatique. Et ensuite, nous allons avoir des discussions et des interactions impromptues. Donc, je passe à la première partie. Je passe la parole à Monsieur Frade pour qu'il nous parle du financement fondé sur les mesures incitatives. Et donc, merci. Monsieur Frade. Oui. Merci Benoît. J'espère bien que tout le monde puisse m'écouter bien. Parfois il y a des problèmes, mais cette fois-ci j'espère bien que ça marche bien. Pour ceux qui ont participé au webinaire de 5 février et que j'ai eu aussi l'opportunité de faire la présentation, vous vous rappelez que nous avons parlé beaucoup plus sur les aspects plus globaux du financement du secteur. Aujourd'hui, on parlera plutôt sur un cas spécifique où peut-être nous avons beaucoup moins d'expérience, mais que je pense que c'est important quand même à profiter de ces webinaires pour faire cette présentation. Alors, il s'agit de financement fondé sur des mesures incitatives. Pardon. Bon, il va y avoir une marathon, mais j'ai que 15 minutes pour faire cette présentation. Et compte tenu du fait que peut-être certains d'entre vous aient au moins d'expérience sur ça, de ne pas me perdre dans les détails, d'aller me concentrer sur les questions les plus importantes. Je pense que vous avez le slide devant vous avec sur le financement fondé sur les mesures incitatives, c'est correct? Allô? Allô? Vous m'écoutez? Roland? Oui. Est-ce que j'ai ici, je suis en train de faire la présentation des slides. Est-ce que tout le monde voit les mêmes slides? Oui. Allô? Oui, ok, bien. Bon, alors, sur le financement fondé sur des mesures incitatives, normalement, tout le monde connaît vraiment le financement habituel que, comme il est mentionné ici dans le slide, est fondé sur un tran. Ça veut dire que avant que l'investissement soit fait, avant que les travaux et les infrastructures soient faites, le financement il est disponible, il est utilisé pour réaliser ces travaux. Dans ce cas précis qu'on va parler aujourd'hui, au contraire, le financement, il est fait, les décaissements sont faits à fur et à mesure que des résultats sont obtenus, des produits, des résultats. Ça veut dire qu'il y a toujours une étape très importante, c'est la vérification de l'obtention du résultat. Ça, c'est la grande différence entre le type de financement classique, et il y a souvent un préfinancement pour que les activités démarrent. Passons au slide suivant. Alors, il y a des différents niveaux de résultats à atteindre. Ça peut être sectoriel. Par exemple, quand il y a un intérêt à inciter les gouvernements à réformer au secteur, ou ça peut être vraiment cibler les performances des entreprises ou les performances des projets. Slide suivant. Et pour ce type de résultats à atteindre, évidemment qu'il y a différents degrés de transfert de risque. Ça peut être mineur, avec une bonification, centrée sur bonification, ou ça peut être majeur quand il se centre sur des volumes des capitaux qui doivent être financés après atteindre les objectifs. Le
slide sur les deux piliers du programme de la Banque mondiale. Bon, ces slides sont été préparés par l'ex-collègue de la Banque mondiale, Bill Kingdom, qui a fait la présentation hier, et qui inclut ici l'expérience d'un programme qui la Banque mondiale essaie d'appliquer, où les résultats sont liés au programme des gouvernements, ou ça peut être pour un programme de gouvernement pour une zone géographique particulière, et il a différentes limites, ça veut dire. Et ce qui est important, allô, je pense qu'il y a un son il y a des gens qui ont le microphone connecté, il y a des échos. Bon. Ce qui est important dans tout ça, c'est la définition des indicateurs qui sont liés à ce décaissement. Sont des indicateurs qui sont liés à la prestation de services, ou des produits ou des résultats. Le slide suivant, on vous présente alors ces indicateurs liés au décaissement. On peut, pour ceux qui ont plus d'expérience des financements, des prêts d'une façon classique, où les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la Banque africaine, etc., font des financements, c'est un peu comme un financement de ce type-là, de ce prêt, où il y a des conditions au décaissement. Là c'est un peu différent, où le montant du prêt est mis à disposition, mais qui est prêt et décaissé en fonction de certains objectifs atteints. Ici, c'est un peu plus précis, et il y a une composante vérification que je vais mentionner. Mais les indicateurs doivent être peuvent être liés à des actions. Une fois que l'action est réalisée, il y a un décaissement. Une fois qu'il y a un produit qui est fourni, il peut y avoir un décaissement ou des résultats atteints. Et évidemment, c'est très important que ces indicateurs soient tangibles, ça. Il faut les mesurer, sinon, c'est pas possible de faire la vérification. Qu'ils soient transparents, qu'ils soient vérifiables aussi, évidemment, et qu'ils soient influencés pour le gouvernement. Ça, c'est très important. Pour chaque type d'indicateur qui est proposé. Slide suivant, question vérification. Où il y a une différence pour ce type de prêt ou de financement comparé avec les classiques où l'argent est mis à disposition avant, c'est que ici il y a une étape de vérification qui doit être crédible et qui peut être faite soit par des entités gouvernementales indépendantes qui font des audits, ou soit pour des sociétés privées. Et à chaque indicateur, il y a un protocole de vérification qui est convenu lors de la préparation et après la validation. Ça, c'est vraiment un peu la différence. C'est qu'il y a une étape qui peut-être un peu lourde comparée avec le financement classique, c'est qu'il y a un besoin d'une vérification pour être sûr que les résultats ou les actions ou les produits ont été obtenus, ou que la durabilité de ces résultats est atteinte. Ici, dans le slide suivant, il y a plusieurs exemples, soit les indicateurs peuvent être au nombre de personnes qui ont accès après l'investissement fait, ou qu'il y a des points d'eau qui fonctionnent de manière durable, accès au assainissement aussi, etc., etc., etc. Je pense que ça c'est assez connu, ils sont des indicateurs qui sont vérifiables, sont tangibles, mesurables, et qui peuvent être vérifiés, et une fois sont atteintes, le décaissement peut être fait. C'est un peu comme le très connu OBA, Output Based Aid, où l'aide est liée au résultat. Dans le slide suivant 10, ça c'est un exemple que Bill Kingdom a mentionné ça. Ça c'est un exemple pour l'Indonésie, où ce type de financement est lié à des incentives à l'amélioration de la performance des
entreprises du service qui sont divisées entre groupe 1 sont les plus faibles jusqu'à ceux qui ont déjà atteint la performance beaucoup meilleure sont les groupes 5. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs incentives faits. Dans le groupe 1, ça c'est un peu lié au plus basique, assistance technique, ou une subvention d'amorçage, qui vont jusqu'au plus haut, c'est ce qui est vert clair, qui est des subventions liées vraiment à des financements non publics qui sont obtenus par ces fournisseurs de services. Et une fois qu'ils sont capables d'obtenir ça, il y a des financements qui sont mis à disposition, qui vont encourager ces performances. Ça, c'est un cas particulier qui a été appliqué pour tout le secteur de l'eau en Indonésie, d'après ce qui a été mentionné par Bill Kingdom hier. Il y a un autre exemple au Vietnam, où ce système de financement lié aux résultats concerne les investissements pour améliorer l'efficacité. Et je pense que ça, c'est vraiment peut-être un type d'investissement où il est plus justifié, ce type d'opération. Parce que normalement, l'amélioration de l'efficacité amène à des augmentations de rendement, réduction de pertes. Et on peut voir dans le slide suivant ce cas précis qui est lié à la réduction des fuites. Ça peut être lié à la réduction des pertes commerciales. Et quand on atteint ces objectifs, il y a automatiquement une augmentation, par exemple, de revenus. Ça veut dire que le bénéficiaire, il a des résultats et il peut être bénéficié des financements après l'obtention du résultat. Au contraire, pour un projet de capital intensif plus lourd, comme tout un système où il y a une gestion de traitement, un gros réseau, ça peut être un peu plus difficile parce qu'il faut avoir des financements pour le coût d'investissement. Mais ce cas précis qui est mentionné ici, qui est appliqué au Vietnam, ça peut s'appliquer beaucoup plus facilement et beaucoup plus justifié avec ce type de financement. Voilà, là, dans le slide 13, il y a les résultats de ce qu'on a pu obtenir dans ce cas précis. Ça veut dire qu'il y a eu, je pense dans ce cas, un préfinancement pour la réalisation du DMA, des zones de réduction de la protection des pertes, et une fois que les pertes ont été obtenues, le décaissement est fait. Un autre exemple où ça peut s'appliquer aussi d'une façon plus simple, c'est quand on veut augmenter l'efficacité énergétique d'un système. On peut passer au slide suivant, où on montre que en obtenant des gains en termes de consommation d'énergie, il y a des réductions de pertes, il y a des résultats, et ces résultats, une fois qu'ils sont vérifiés, ils peuvent alors déclencher le financement lié aux résultats obtenus. Ça peut se faire de façon différente, mais je pense que c'est un autre cas, un autre type de projet où il est bien justifié d'utiliser ce type de financement. Un autre exemple qui est mentionné ici, c'est un exemple mis par Bill Kingdom avec la Banque mondiale, c'était le cas de l'aide pour favoriser le financement commercial de l'eau et l'assainissement au Kenya, où l'aide est fondée sur des produits qui sont cibles des populations à revenus faibles, où il y a une évaluation de la solvabilité des plans de gestion et de la solvabilité de l'eau, et il y a une assistance technique. Et ça aussi permet de faire l'aide fondée sur le résultat. Dans le slide
Sur le Kenya, là, on montre comment ça fonctionne. Je pense qu'on ne va pas entrer trop au détail, mais c'est clair que le fournisseur de services, il va obtenir il va venir un prêt. Après, il réalise les investissements. Les résultats sont obtenus et il obtient le financement une fois le résultat obtenu. Ça peut s'appliquer aussi d'une façon différente selon le cas des PPP, de participation du partenariat public-privé. Plus on va vers des contrats de concession avec plus de risques pour le privé, plus on peut utiliser ce type de financement basé sur le résultat. Ça veut dire qu'il y a une prise de risque de la part du partenaire privé. Ça va alléger le financement du côté de la partie publique, mais le privé, s'il a une bonne performance, il sera pour compenser par les financements sur la base des résultats atteints. Aussi, s'il y a un cas des obligations d'impact où l'argent est mis à disposition sur la base par des investisseurs avec des obligations qui seront prises par un fournisseur de services et qui, après une fois que leurs résultats sont obtenus, il reçoit le financement et peut faire le paiement de la dette qu'il a pris avec les obligations. Enfin, tout ça sont plusieurs exemples qui peuvent être appliqués, bien que ce n'est pas vraiment encore une pratique, une expérience très étendue dans le secteur de l'eau. Apparemment, d'autres secteurs, notamment de l'énergie, etc., utilisent plus ça, mais que je pense qu'il faut le considérer dans le cadre des plusieurs modalités de financement. Et en arrivant aussi à la fin, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que le financement, il est vraiment axé sur les résultats et pas sur les besoins immédiats concernant le coût d'investissement. Évidemment, il peut s'appliquer soit à niveau sectoriel, programme sectoriel ou des projets. Que le transfert de risque est variable, ça peut être un simple bonus, jusqu'à un transfert de montants plus élevés. Ouais. Que, évidemment, si c'est pas lié tout ça à un changement d'état d'esprit, ça veut dire qu'on cible beaucoup plus les résultats, la durabilité de ces résultats, que plutôt l'investissement qui peut être bien fait, mais qui à la fin n'a pas toutes les conditions pour atteindre les résultats attendus. Alors, les aspects qui sont plus importants dans ce cadre-là, c'est la question du préfinancement. Il y a peut-être certains pays où il est difficile de faire, parce qu'il y a un besoin de préfinancement beaucoup plus élevé que dans d'autres pays. Et il y a la question de l'étape de vérification des résultats, qui est un peu plus lourd que le cas qui est plus connu des prêts qui sont signés et qui sont mis à disposition, mais que dépend des décaissements liés aussi à des résultats obtenus par ce projet. Bon, et je termine ici. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Frade. Je reprends la parole pendant quelques courtes secondes avant de la passer à notre collègue John Garrett de WaterAid, qui va nous mener vers la deuxième partie sur le financement fondé sur l'action climatique. Entre-temps, je voulais juste faire remarquer que nous avons avec nous aujourd'hui
des participants de au moins 6, 7 pays francophones et nous avons aussi des partenaires de la coalition eau, de Waterpreneurs et de WaterAid. Donc, merci à tout le monde d'être avec nous. Et est-ce que nous laissons quelques temps pour des questions pour Monsieur Frade? Donc, est-ce qu'il y avait des questions pour Monsieur Frade que l'audience voudrait lui poser, soit de vive voix, soit vous pouvez les noter dans la fonction chat, s'il vous plaît. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Monsieur Frada, allez-y. J'avais dit dans mes présentations qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience encore dans ce type de financement. Je ne sais pas si parmi ceux qui, les participants webinaires, s'il y a quelqu'un qui a connu ou connaît un cas précis dans son pays ou avec son organisation de participation à ce financement. Parce que peut-être en travaillant sur un cas précis de quelqu'un que je connais, il serait plus facile de parler peut-être de plusieurs doutes et questions sur la viabilité, la faisabilité de ce type de financement. Sinon, on sait que c'est une expérience ou c'est un modèle à exploiter dans le futur, sachant que parfois c'est pas facile, surtout dans un pays où les ressources financières sont rares, sont difficiles. Mais on sait que les bailleurs de fonds, notamment les bailleurs de fonds d'aide au développement, vont peut-être exploiter plus dans le futur ce type de financement. Et c'est peut-être intéressant de le considérer dans les pays à fur et à mesure que les conditions soient prêtes pour le faire. Ok. Pas de questions pour le moment et il n'y a pas non plus de réaction à la question de Monsieur Frade. Nous allons avancer pour le moment si vous êtes bien d'accord. Et puis nous reviendrons à cette partie un peu plus tard. Alors, est-ce que John Garrett, si vous voulez bien, vous pouvez commencer votre intervention avec le slide 22. Donc, je rappelle que Monsieur Garrett, il est Senior Policy Analyst à WaterAid. Et donc, bienvenue et puis à vous, Monsieur Garrett. Merci beaucoup, Balouan, et bonjour à tout le monde. Merci pour l'opportunité de présenter ces quelques slides sur le financement climatique. Bon, si on peut aller à le slide suivant, s'il vous plaît. Bon, j'ai voulu, juste pour commencer, donner un peu de contexte, parce que le financement climatique, c'est un sujet que nous, ici à WaterAid, que nous commençons à donner de plus en plus attention, parce que nous le voyons comme opportunité. Nous allons avoir dans la semaine qui suit, la semaine prochaine, un sommet, une conférence où on va discuter l'impact du changement climatique sur le secteur
de l'eau. Et ce sera pour nous une grande étape et ça montre que nous mettons de plus en plus de nos temps sur ce sujet très important. Pour donner un peu de contexte, le monde entre dans une urgence climatique dont les impacts se font de plus en plus sentir au travers de l'eau. Les exemples sont l'élévation du niveau de la mer, l'intrusion saline, la fonte des neiges plus rapide, les tempêtes plus violentes et les inondations, ou à l'autre extrême, on voit déjà les périodes de sécheresse prolongée. Les personnes vivant dans la pauvreté en eau et assainissement, plus de 2 milliards sans eau gérée en toute sécurité et plus de 4 milliards sans assainissement géré en toute sécurité. Ces personnes sont particulièrement vulnérables car elles ont une résilience limitée aux changements en cours et aux menaces à venir. À notre avis, l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène est l'une des défenses les plus importantes contre les impacts du changement climatique. Mais comme nous savons tous, pour de nombreux pays, obtenir les financements nécessaires reste un défi majeur. Quand il s'agit du financement climatique, les pays développés se sont engagés à aider les pays en développement dans leurs activités d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Mais il y a une reconnaissance explicite que le changement climatique nécessite un financement nouveau et supplémentaire. Et ça veut dire qu'il y a une responsabilité sur les pays développés de faire disponible le financement qui va être en addition à ce qui est disponible déjà. Bon, sur le premier, si on peut juste aller à le slide auparavant, s'il vous plaît. On veut dire que le changement climatique a un impact sur la durabilité des services d'eau et d'assainissement. Et c'est une menace qui nous oblige à nous concentrer sur la durabilité et les services qui durent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous voyons le financement climatique comme une opportunité inexploitée. Et ça, c'est quelque chose que c'est important pour beaucoup de pays, la possibilité d'accéder à ce financement climatique. C'est une opportunité inexploitée. Mais aussi, on pense que c'est nécessaire d'avoir des changements pour garantir que le financement de l'adaptation soit d'un volume suffisant, que c'est ciblé sur les plus pauvres pays et que c'est dépensé efficacement. Bon, le slide que vous pouvez voir maintenant, ça montre, non, c'est, désolé, c'est le slide d'auparavant, s'il vous plaît, Balvan. Ouais, c'est ça. Que voilà, ça montre que c'est un paysage financier qui est très compliqué. Il y a des sources différentes, que ça peut venir du gouvernement, ça peut venir des organisations internationales comme la Banque mondiale ou comme la Banque africaine. Le financement climatique, ça peut venir des institutions privées
ou ça peut être aussi le financement d'une société qui utilise le bilan pour emprunter le financement. Et si on regarde ce paysage compliqué, on peut voir qu'il y a environ 579 milliards de dollars qui étaient récemment disponibles dans l'année 2017-18. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que la grande majorité de ce financement, c'est pour l'atténuation du changement climat et c'est pas pour l'adaptation. Et ça reste toujours un défi. Et pour nous à WorldTrade, avec notre sommet qui sera dans la semaine prochaine, nous espérons vraiment montrer que les volumes de finances qui sont disponibles pour l'adaptation pour les pays pauvres, que ce sont à ce moment trop bas, qu'on veut voir une augmentation de cette partie du financement climatique, parce que l'impact du changement climatique sur le secteur de l'eau et assainissement, même si c'est caractérisé par l'incertitude, ça va aussi amener des coûts qui sont beaucoup plus élevés. Et ça peut venir du fait qu'il y a moins de pluie, et ça peut être plus de pluie, des inondations, les températures qui sont élevées ou le niveau de la mer qui est élevé. Ça nécessite des coûts additionnels pour être sûr que les infrastructures sont résilientes à ces changements. Mais pour le moment, les volumes qui sont disponibles sont pas aussi grands que ça doit être pour vraiment réagir aux changements qui sont en train d'arriver. Bon, si on peut aller à le slide suivant, s'il vous plaît. Et on voit que la finance climatique présente une grande opportunité. Et on peut voir ici le total des flux mondiaux de financement climatique dans les années récentes. Et on peut voir qu'il y a une augmentation dans les dernières années. Et on attend que cette augmentation, que ça va continuer de monter en réaction à l'urgence climatique. Ils ont atteint les flux de financement climatique ont atteint un niveau record de 612 milliards de dollars en 2017. Et ça, c'était tiré notamment par les ajouts de capacité en énergie renouvelable en Chine, aux États-Unis et en Inde. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours des volumes qui sont assez bas pour l'adaptation. Et si on va à le slide prochain, on peut voir ce qui arrive avec le financement de l'adaptation. Ballon, si c'est possible d'aller à le slide prochain, s'il vous plaît. Merci. Et ici, on peut voir que comment le financement de l'adaptation publique s'est partagé entre des secteurs différents. Et là, on peut voir que
que la légère augmentation des investissements dans l'adaptation s'est accompagnée d'un meilleur équilibre entre les dépenses entre les secteurs. Et le financement public de l'adaptation a été réparti de manière assez égale entre 3 secteurs, gestion de l'eau et des eaux usées. Là, on peut voir environ 32%, agriculture et utilisation des terres, 24%, et gestion des risques de catastrophe, 22%. Et on peut voir qu'il y a environ 10 milliards de dollars qui étaient disponibles pour la gestion de l'eau et des eaux usées. Ok, on peut aller à le slide prochain, s'il vous plaît. Et dans cette slide, on peut voir que le financement climatique ou le financement pour l'action climatique, ça provient des budgets d'aide. Une des institutions les plus importantes pour le financement climatique, c'est le Fonds vert du climat et le Fonds vert pour le climat. Et jusqu'ici, ils ont eu des annonces d'environ 10 milliards de dollars disponibles pour les projets qui vont venir de ce fonds. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a un grand pourcentage de ces fonds qui viennent des budgets d'aide publique au développement. Ça veut dire que c'est un risque qu'on va pas avoir vraiment des fonds qui sont vraiment additionnels à ce qui était déjà disponible par des budgets d'aide publique au développement. Et on voit comment ça va dans le futur, si ça va continuer, mais c'est de notre avis, c'est très important que ces fonds sont vraiment additionnels à ce qui était disponible dans le passé, parce que, comme j'avais dit avec des slides auparavant, que le changement climatique, ça amène des coûts plus élevés. Ok, si on peut aller à le prochain slide, s'il vous plaît. Bon, et ici, hier, on a eu le webinaire et en anglais, on avait un collègue qui avait donné une présentation du Fonds vert pour le climat. Et elle avait montré que pour l'eau, assainissement et hygiène, il y a 14 projets qui sont en préparation. Et ça va, on attend que ça va demander 622 millions de dollars de financement du Fonds vert pour le climat. C'est un fonds qui a été établi assez vite après les accords de Paris en 2015. Et on attend que ça va augmenter de ces niveaux qui sont là. Mais la moitié des projets sont en Afrique et ils sont principalement en réponse à la sécheresse. Le reste est réparti dans les Caraïbes, en Asie du Sud et dans le Pacifique, répondant à différents aléas climatiques. Notre collègue aussi, elle avait dit que le Fonds vert pour le climat élabore des orientations sous-sectorielles pour les pays afin de développer des projets dans le secteur d'eau et assainissement qui répondent aux objectifs climatiques et de développement durable.
Ça veut dire que le Fonds vert pour le climat, ça représente, comme j'avais dit au début, une opportunité, mais pour beaucoup de pays qui sont des pays en développement, que ça reste une opportunité inexploitée toujours. Bon, pour finir, j'ai voulu juste partager un peu les principes que nous avons entendus hier sur le webinaire de notre collègue là du Fonds vert pour le climat. Elle avait expliqué un peu les principes qui sont utilisés dans le fonds pour décider quels projets ils sont prêts à soutenir. Bon, il y a environ peut-être 6 ou 7 critères importants. Un projet ou un programme doit avoir une base claire de la science du climat, du climat données historiques et projections. Le projet doit avoir un potentiel quantifiable d'impact d'adaptation et ou d'atténuation au-delà du projet de développement traditionnel ou comme on dit en anglais business as usual. Ça veut dire si on n'avait pas le changement climatique, le projet doit montrer un potentiel quantifiable au-delà du projet de développement traditionnel. Un autre critère, c'est que le fonds veut voir un changement de paradigme. Ça veut dire un potentiel de transformation de l'ensemble du secteur eau et assainissement dans le pays ciblé. Ils veulent voir quelque chose qui a un effet de transformation. Et là-dedans, de ce que je comprends, je crois ils sont prêts à prendre des risques, peut-être des risques plus grands qu'une autre organisation. Mais les risques doivent montrer qu'il y a vraiment un potentiel de transformation de l'ensemble du secteur. Pour les projets, ils veulent aussi voir qu'il y a une preuve que le projet n'aggravera pas la future pénurie d'eau. Que ça, c'est quelque chose de très important sur l'impact environnemental. Les projets aussi, et cela, c'est nouveau. Je suis sûr que mon collègue André sera intéressé de voir ça, mais avant, je crois que ils n'ont pas eu des interventions d'assainissement. Mais je crois maintenant, avec les nouvelles critères, les projets dans le domaine de l'eau doivent inclure des interventions d'assainissement et vice-versa. Un autre critère, c'est que la conception de projet est basée sur le cycle complet de l'eau. Par exemple, le recharge des eaux souterraines ainsi que captage. Ça doit avoir une conception de projet basée sur le cycle complet de l'eau. Et le dernier, c'est que qu'on sait que le secteur de l'eau et assainissement, ça utilise beaucoup d'électricité, d'énergie, et que le Fonds vert pour le climat veut voir un système de eau et assainissement qui est alimenté au moins partiellement par des énergies renouvelables. Ça, c'est un dernier critère. Bon, je vais terminer là. J'espère que c'était clair. Je m'excuse pour mon accent ou s'il y a des phrases que j'ai utilisées qui étaient pas totalement le bon français, mais j'espère que la plupart du contenu c'était clair pour les participants. Merci beaucoup.
excellent. Merci beaucoup, John. Je voudrais juste ajouter un tout petit point sur ce que John vient de dire par rapport au fonds vert pour le climat. Et ce sont quelques précisions sur la collègue qui avait intervenu, qui avait fait une intervention hier, qui est spécialiste à ce fonds vert pour le climat, et elle s'appelle Madame Chibeza Pensulo. Et je viens de vous écrire dans la fonction chat son adresse email tout en bas de mon petit message. Et vous êtes invité à la contacter s'il y a des questions par rapport au fonds vert pour le climat. Elle nous avait aussi partagé quelques liens utiles sur ce fonds-là. C'est un guide, une portefeuille des projets qui sont en cours et dont John Garrett a parlé. Le Project Preparation Facility qui aide les projets candidats à bien s'articuler. Voilà, donc vous avez ces trois ressources ces quatre ressources qui peuvent être assez utiles si vous songez à ce fonds. Voilà, donc c'était un petit point que je voulais rajouter sur ce que John vient de dire. Nous sommes maintenant à 1 heure de notre webinaire depuis le début, et j'ai fait juste remarquer que nous avons donc des représentations de 7 pays qui sont le Togo, le Haïti, le Madagascar, la Guinée, le Bénin, le Mali et le Tchad. Et je vous remercie à tous d'être ici aujourd'hui, et je vous invite maintenant à profiter de la présence de nos experts, Monsieur Joseph Rade et de notre expert John Garrett, pour leur poser des questions si vous le voulez. Voilà, donc c'est maintenant ouvert aux questions. Bon, est-ce que je peux poser une question à John? Oui, allez-y, Monsieur Frade, bien sûr. Sans vouloir monopoliser le débat, mais je pense qu'il y a une question importante que certainement les autres participants sont sensibles à ça. C'est que le secteur de l'eau, le secteur WASH, il se confronte actuellement avec un gros problème, c'est le gap de financement. Il est énorme pour atteindre les objectifs durables de développement. Il manque beaucoup d'argent et il manque aussi de subventions. Je pense alors que un grand nombre de gens qui travaillent dans ce secteur regardent ces financements climatiques comme un complément qui peut aider à diminuer ce gap. Alors, ce que John a dit, c'est très important. Est-ce que ces fonds seront des fonds additionnels, ou est-ce qu'il y aura plus de fonds de subvention de l'aide au climat et moins au secteur lui-même dans ses infrastructures classiques? Et là, je pense que je vais avoir de John aussi l'opinion, est-ce que la justification et la préparation des candidatures, des projets, financements ne devient trop compliqué pour les gens et qui ne facilite pas l'accès à ça? Ça veut dire qu'à la fin, il y aura des financements climatiques pour des choses comme la lutte contre les crues, la sécheresse, etc. Mais pour l'eau potable, pour la présence d'eau potable, pour l'assainissement, beaucoup moins, parce que les gens ne savent pas comment préparer. Il y a ce guide alors qui est mentionné, que c'est très très important, mais il faut qu'il ne soit pas très compliqué, ou que ça ne soit pas plutôt un exercice d'enveloppe. Ça veut dire qu'en enveloppe, on le donne le nom climat, et à la fin, il y a la même chose. Et comme il a bien mentionné,
il y arrive à avoir des coûts additionnels. Par exemple, il suffit que les coefficients de pointe pour dimensionner les infrastructures augmentent à cause du changement climatique pour que les travaux et les projets soient beaucoup plus coûteux. S'ils n'ont pas d'aide au financement, ça va freiner encore plus l'atteinte aux objectifs durables de développement. Alors, je veux savoir l'opinion de John sur cette façon, ces moyens pour préparer et guider les gens à préparer et à soumettre des projets qui vont bénéficier de ces financements climatiques. Ok, merci, merci Fred. Si je peux répondre et si j'ai bien compris. Oui, je crois que vous avez sûrement raison qu'il y a un risque que ça peut freiner un peu le progrès en ajoutant un autre niveau de complexité. Mais aussi, sur l'autre côté, c'est très important que les investissements qui peuvent vraiment être sûrs d'être résilients à ces changements qui vont arriver. Et un autre avis à WaterAid, c'est que nous pensons que vraiment il y a une responsabilité de faire disponible aux pays pauvres surtout des fonds qui sont vraiment supplémentaires. Et le risque, c'est que ça n'arrive pas à ce moment vraiment que, comme j'avais dit sur un des slides, qu'il y a un risque, un grand pourcentage, ça peut être 40%, même 60% du financement climatique qui vient des gouvernements de OECD, que cet pourcentage vient des budgets d'aide, oui, l'aide publique au développement, que ça vient de ces budgets-là, et c'est un risque. Et à notre avis, et c'est un des sujets pour notre conférence la semaine prochaine, c'est de vraiment voir comment on peut mieux soutenir les pays avec la capacité qui est à ces niveaux dans cet nouveau domaine pour soutenir comment on peut préparer des projets qui sont vraiment résilients et utiliser un peu l'expertise si c'est dans des organisations comme le Fonds vert pour le climat ou dans les gouvernements OECD, ça peut être la technologie, mais vraiment faire disponible cette capacité pour soutenir les pays qui ont vraiment besoin d'aide pour préparer les projets. Mais je crois que aussi il y a les fonds qui sont dédiés au climat, qui sont dédiés au financement climatique, ils attendent que leur finance est vraiment utilisée pour des coûts qui sont additionnels à ce qui est traditionnel. Ça veut dire que c'est vraiment un complément à ce qui existe déjà, qui vient des gouvernements ou des sources privées, et ils attendent que leur rôle, c'est vraiment un rôle de cofinance. Mais je crois que ouais, les points que vous avez faits sont très importants et très pertinents. Ok. Merci, Monsieur Gallet. Balint. Oui, merci pour cette réponse.
Est-ce que, Monsieur Frade, on peut poursuivre avec les autres questions ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter à cette réponse? Non, je vais mettre une question, une proposition, mais si les gens ont des questions, je les laisse faire, hein. Mais ce qui, à mon avis, ça serait intéressant, ça c'est un défi maintenant que je lance à John et à WaterAid, et peut-être dans le cas de SWA. Est-ce qu'on peut pas lier les deux choses qu'on a présentées aujourd'hui? Imaginons qu'il y a surtout mobiliser de l'argent privé, des fondations philanthropiques, etc., qui seraient prêts à mettre de subventions une fois les résultats atteints dans certains investissements qui sont liés vraiment à l'adaptation ou à l'atténuation de l'impact climatique. Ça veut dire qu'il y aurait des bonus ou des subventions qui seront mobilisés directement venant du secteur privé. Et ça, c'est vraiment pour soulager un peu l'argent qui vient des gouvernements. Ça, c'est de l'argent du contribuable. Ça, c'est toujours très limité, malgré tous les compromis faits. Et ça serait peut-être intéressant. Ça veut dire que faire des financements sur la base des résultats, avec un objectif, des résultats très très clairs, c'est par exemple cette question des effets mesurables, je dirais vérifiables, de réduction vraiment d'adaptation, d'atténuation au changement climatique. Ça c'est un sujet peut-être intéressant de lier les deux présentations d'aujourd'hui dans un même cadre. Oui, juste pour réagir très très vite, ouais, je suis d'accord. Je crois que ça peut être une bonne façon de, comme vous avez dit, de combiner ces deux sujets. Ouais, je crois que c'est une bonne idée. Et je sais que par exemple dans le domaine des finances privées, on voit déjà que les grandes banques, par exemple, ils essaient de donner des motivations financières pour, par exemple, quand ils vont prêter de l'argent ou ils vont les bons, si j'ai le bon mot, je sais pas, mais bon, c'est les instruments différents du finance privée. Qu'ils essayaient de donner des motivations financières, ça veut dire que l'intérêt peut être un peu plus bas si vraiment ils voient des effets vérifiables que, par exemple, ça utilise moins d'eau ou que le charbon, il y a moins de charbon dans un tel projet et que déjà il y a ce côté qu'on voit parmi les banques qui vraiment essaient de rediriger le financement privé vers l'agenda 2030. Ok. Merci, merci pour cette idée, Monsieur Frade, et puis John pour votre réaction. Alors, je voudrais juste maintenant vous lire quelques questions qui ont été posées dans la fonction chat de ce webinaire. Il y a une question qui vient du Togo, une de Haïti et une de la Guinée. Monsieur Haïté, qui est le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base au Togo, pose une question à Monsieur Garrett. Qu'est-ce qu'il veut dire par effet transformateur d'un projet? Ça, c'est une question. Une autre question, c'est Monsieur Sadiga Camara de la Guinée. À quel moment on peut demander un financement du fonds vert et quels sont les éléments à introduire dans le projet? Alors, John, je vous laisse réagir à ces deux questions-là et puis on passera la parole à Madame Edwige Petit, qui est directrice de l'assainissement en Haïti, qui voudrait vous poser une question. Merci.
Ok, merci. Bon, l'idée d'une subvention transformateur, les effets transformateurs de ce que je comprends, par exemple, je crois que c'est un peu lié à ce que Monsieur Frad a dit, qu'ils veulent voir une intervention qui utilise l'argent qui est disponible du fonds vert, mais vraiment comme catalyste pour attirer beaucoup plus de fonds qui vont venir du secteur privé. Ça veut dire il s'agit de l'environnement qui est créé par l'intervention par le projet qui est financé par le Fonds vert pour le climat. Et ça veut dire qu'ils savent par exemple que les gaps de finances sont vraiment grandes. Le Fonds vert, ils ont environ 10 milliards de dollars qui est disponible là. Ils savent que vraiment si on veut aider à l'adaptation au changement climatique, il faut utiliser ces fonds comme catalystes pour des fonds plus grands qui vont venir des sources différentes. Et voilà, c'est une partie de la réponse, mais aussi je crois que ils veulent voir pas juste par exemple une projet qui s'agit de l'eau potable et l'assainissement, qui veulent vraiment comprendre comment ce projet est intégré dans le cycle complet de l'eau. Et ça veut dire il faut vraiment voir quelles sont les ressources de l'eau qui sont disponibles, si ça vient des rivières ou ça vient des aquifères. Ils ont parlé aussi, j'avais entendu quand ils ont parlé d'un projet dans l'Afrique du Sud, dans la région australe d'Afrique, et c'est la réutilisation de l'eau, et que c'est quelque chose qu'ils veulent introduire dans le système, et que ce sera pas juste dans un seul projet, mais c'est un projet qui peut mener à un effet systématique où on va utiliser ou réutiliser l'eau usée. Et vraiment, ça peut avoir un grand effet de transformation, pas juste dans un seul endroit ou un seul pays, mais que ça va vraiment changer le façon du secteur ou le système. Voilà, c'est quelques idées, mais voilà. Et il y avait un deuxième. Vous pouvez me rappeler du deuxième question, Ballon, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. La deuxième question, c'était à quel moment, ça venait de la Guinée, à quel moment on peut demander un financement du Fonds vert pour le climat et quels sont les éléments à introduire dans le projet. Donc, je pense que les éléments à introduire dans le projet, vous y avez touché dans les principes que vous avez partagés. Et quels sont les critères de sélection d'un projet. Et puis, j'invite Monsieur Sadiga à aussi aller voir du côté des liens que j'ai envoyés, où vous avez le guide pour postuler et vous avez un forum qui vous aide dans la préparation de votre candidature. Voilà. Mais par contre, Monsieur Garrett, il y a la question de à quel moment on peut demander un financement du Fonds vert pour le climat. Alors, je pense qu'on peut prendre cette question de deux manières différentes. Une manière, c'est quel moment temporel, et d'autre manière, c'est à quel point d'un projet existant peut-on demander un financement du Fonds vert. Alors, je vous laisse y répondre si vous voulez bien. Merci, John. Ouais. Ok, ouais. De ce que je comprends, c'est ouvert à tous les pays et je sais que parce que nous avons eu des conversations avec
avec le Fonds vert pour le climat assez récemment et je sais qu'ils veulent vraiment utiliser un plus grand pourcentage de leurs fonds pour le secteur de l'eau et assainissement. Et ils attendent des projets qui seront soumis par les pays vulnérables au changement climatique. Ça doit montrer, comme Balron a dit, ça doit montrer qu'il y a une base claire de la science du climat et ça doit être un projet qui est additionnel aux projets de développement qui sont plus traditionnels ou normaux. Mais au moins que ces critères que ces critères sont là, je crois les fonds sont disponibles à tous les pays qui sont vulnérables. Il y a une question il y a une telle organisation dans le gouvernement d'un pays comme la Guinée ou Haïti qui est l'organisation qui est le point focal pour le Fonds vert pour le climat. Souvent, c'est le ministère des Finances, par exemple, et que c'est par cette institution que le projet doit être mis au Fonds vert pour le climat et ça doit montrer que c'est vraiment un projet que le gouvernement veut progresser et que c'est aligné avec les plans du gouvernement et tous les plans d'adaptation qui sont liés aux accords de Paris. Mais voilà, je crois que, comme j'avais dit au début, que nous voyons que le financement climatique, c'est vraiment une opportunité et que le Fonds vert, mais c'est pas juste le Fonds vert, mais aussi les autres fonds qui sont dédiés au financement climat, ils sont vraiment prêts à utiliser le finance qui est disponible à eux. Ils ont aussi, par exemple, juste pour commencer, si on a besoin des sommes assez petites, comme jusqu'à 10 millions de dollars, il y a une possibilité d'accéder très vite. Je crois dans une année, c'est possible d'accéder des sommes jusqu'à 10 millions de dollars et même plus que ça, c'est possible d'avoir des fonds pour préparer des projets, etc. Voilà, j'espère que ça donne un peu la réponse que ça aide. Parfait, parfait. Merci beaucoup, John. Maintenant, je voudrais passer la parole à Madame Edwige Petit, directrice de l'assainissement en Haïti, et qui disait: j'aimerais vous poser une question sur la mise en œuvre et les conditions d'accès à ce fonds. Alors, Edwige, c'est le moment de poser la question de vive voix si vous le souhaitez. Bonjour. Prenez la parole si vous le souhaitez. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation et de m'avoir invité à ce webinaire. Vous avez en grande partie répondu à la question, c'était comment introduire un projet en réalité, en général, sur le Fonds vert. Mais il me reste encore des doutes. Je ne crois pas avoir trop bien compris le lien que vous faites entre les Nations Unies qui vraiment écrivent le projet et l'État haïtien. Comment l'État haïtien peut introduire lui-même un projet? Est-ce que ça doit passer directement par une structure des Nations Unies? C'est la première partie. La deuxième partie, le fonds est très lié au climat. Et je me suis rendu compte que ce qui est proposé va beaucoup plus vers la protection de la ressource que charge de nappe que vers l'assainissement. Le lien est beaucoup plus indirect. Et c'est très difficile pour nous, en assainissement, de rentrer dans un projet financé par le Fonds vert, de ce que j'ai compris. Je ne sais pas si je me suis trompée. Donc, la première partie, c'est est-ce que tout doit passer directement par les Nations Unies? Est-ce qu'il peut y avoir une demande directe de l'État? Et la deuxième, comment faire pour
que vraiment entre climat, eau et assainissement, on est un lien parce qu'institutionnellement en Haïti, par exemple, c'est deux ministères différents qui s'en occupent. Je ne sais pas si j'ai été claire. Sinon, vous pouvez me demander d'éclaircir la question. Je vous laisse répondre à la première partie au moins sur est-ce que ça doit toujours passer par les Nations Unies. Et moi, j'avais quelques réflexions sur la place de l'assainissement dans ces projets-là. Donc, je vous laisse, John, s'il vous plaît. Ok, merci. Oui, la question si ça doit toujours passer par les Nations Unies, je crois que c'est pas nécessaire de ce que je comprends. L'approche doit, il faut d'abord avoir le projet qui est soutenu par le gouvernement, bien sûr, qui est basé, comme j'avais dit, sur la science du climat. Puis c'est question d'avoir l'accord de cette partie du gouvernement, qui est en anglais, je crois, c'est le National Designated Authority. Je crois que ça veut dire que ça doit être l'autorité nationale qui est choisie comme qui va être l'institution qui mène avec le Fonds vert pour le climat national pour le gouvernement. Qui est l'entité de tutelle, ça s'appelle. Ah, ok, merci. Mais aussi, il faut pour implémenter le projet, c'est pas le Fonds vert pour le climat qui vont faire ça. C'est plutôt une agence qui est accréditée avec le Fonds vert. Et il y en a beaucoup d'organisations qui sont accréditées. Parmi eux, par exemple, il y a le PNUD. Alors cette partie des Nations Unies, je sais qu'ils sont un partenaire, qui sont en charge d'implémentation, mais il y a beaucoup d'autres organisations. Il y a des banques, il y a la Banque mondiale, la Banque africaine, par exemple, ils sont accrédités au fond. Et ça veut dire mais aussi il y a des ONG qui sont accréditées et des organisations, des banques privées qui sont. Mais de ce que je comprends, il faut avoir un partenaire qui sont accrédités au fond. Et puis c'est possible de progresser avec le projet. Et voilà. Et dans le domaine, je crois, Balvan, vous allez répondre sur la question sur l'assainissement, mais de ce que je comprends, avant, c'était beaucoup plus difficile de justifier une intervention d'assainissement pour attirer le financement climatique. Mais je crois que ça, c'est en train de changer, de ce que je comprends, et que maintenant, ils voient que les deux sous-secteurs sont complètement liés et qu'ils attendent que les projets vont montrer des interventions dans l'eau potable, mais aussi l'assainissement. Mais je crois, Balvan, peut-être vous avez des autres réponses. Oui, à Edwige, et puis c'était juste pour renforcer ce que vient de dire John. C'est que notre collègue du Fonds vert pour le climat avait dit hier que un des critères pour la sélection des projets, c'est que ce soit un projet intégré, donc integrated, ou si c'est un projet basé principalement sur l'eau, il faut il est encouragé qu'il y ait un aspect assainissement et vice versa. Donc, je pense que je ne ferai que confirmer ce que Johnny vient de dire. Merci. Merci. Merci Alors, beaucoup. oui. Merci Alors, beaucoup.
j'espère qu'Haïti est encore dans les temps pour justement pouvoir faire une demande pour le fonds vert. Merci beaucoup. Oui, juste pour que vous sachiez, Edwige, notre collègue avait dit hier que 6 des 7 projets qui sont en cours, donc c'est-à-dire les projets qui sont en cours de réalisation, sont dans les États, ce qu'on appelle les Small Island Developing States. Ce sont les États des petites îles. Donc peut-être que le Haïti peut prendre inspiration de ces projets-là. Et pour plus d'informations, vous êtes vraiment invité à contacter Madame Chibesa Pensulo. Comme j'ai dit avant, j'ai écrit son adresse email dans la fonction chat. C'est cpensulo@gcfund.org. Voilà. Alors, nous sommes à 2 minutes de 1h30, donc je pense qu'il n'y a plus de questions par ailleurs, ce qui est une très bonne chose. Donc, ça nous permettra de terminer à temps. Je voudrais remercier tous les 2 experts qui sont intervenus, Monsieur Joseph Rade et Monsieur John Gallup. Et je voudrais aussi remercier les collègues qui ont posé leurs questions. Et puis voilà, sur ce, je pense que nous pourrons clore ce webinaire avec un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'Haïti.